Bienvenue, merci de nous retrouver ce matin. Nous allons ouvrir ensemble différents instants de vie, pratiques, bien-être, découverte, grâce aux 24 rédactions régionales de France 3, car c'est ça l'instant RR comme région. Le moral à zéro, une grosse fatigue, peut-être que les énergies qui circulent dans votre maison ne sont pas bonnes. Le Feng Shui peut alors arranger les choses. Nous parlerons ensemble de cet art ancestral chinois qui connaît un certain succès en France, vous le verrez. Alors eux aussi connaissent un énorme succès, les drones. Ce lundi est d'ailleurs leur journée internationale, car oui, les drones ont une journée. L'occasion de découvrir un lieu futuriste en Vendée où le pilotage de drones se mêle à la réalité virtuelle. Et tout de suite, une question pratique. Que faire de ces objets encombrants? La déchetterie? Eh bien non, pas forcément. Les objets dont vous ne voulez plus peuvent avoir une seconde vie grâce à des salariés en contrat de réinsertion. Des ressourceries ont ainsi vu le jour dans de nombreuses grandes villes. Ici, rien ne se perd, tout se récupère. Direction Bain de Bretagne, c'est en Ille-et-Vilaine. Pour se séparer de sa literie, cet homme ne se rend plus à la déchetterie. Il a pris le réflexe ressourcerie, un endroit où l'on collecte, valorise et revend ce que l'on appelle les déchets encombrants. On a apporté des petits meubles, des tables de nuit, enfin des tables de chevet. On vient d'apporter un meuble pour ordinateur. On a apporté tout un tas de choses comme ça. Quand on change, c'est pratique d'avoir la ressourcerie pour pouvoir apporter ça. Ça, c'est génial. Car une ressourcerie, c'est un peu une caverne d'Ali Baba, version économie solidaire. Un réseau national créé en 2000. On en trouve maintenant 157 sur tout le territoire. Ici, bijoux, vêtements, meubles, accessoires en tout genre, on trouve de tout à tout petit prix. Et vous trouvez votre bonheur ici? Oh ben oui. Oui. J'ai même trouvé des chaussures des fois, toutes neuves. J'adore restaurer les meubles, alors je trouve qu'acheter pas cher. Et puis il y a la peinture bien sûr, mais ça fait un meuble à un prix raisonnable, quoi. Avant d'être éventuellement revendu, chaque meuble ou objet est nettoyé et remis au goût du jour par des salariés tous en contrat de réinsertion. Gilles, lui, teste le petit électroménager. Tout ce qui est remis à la vente doit être en parfait état. Je teste si, par exemple, là, il y a une cassette, un tourne-disque. S'il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, j'écarte. Quant à Valérie, son rayon, c'est les jouets et elle a quelques astuces pour valoriser au mieux les produits. Ce qui n'est pas complet en jeu de société, je garde tout ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bazar, on va dire. Mais je garde tout, les lettres de Scrabble que j'ai en trop ou bien qui n'est pas complet, je garde tout. Et après, ça me permet de recompléter d'autres jeux. Dans cette ressourcerie, 124 tonnes de matériel ont été traitées l'an dernier. 80% du stock est revendu, le reste retourne en déchetterie. Un cercle vertueux qui crée de l'emploi, donne une deuxième vie à de nombreux objets et permet de réduire les déchets. Et pour connaître l'adresse des ressourceries dans votre région, rien de plus simple, ressourcerie.fr est à votre disposition. Ce matin, nous avons voulu mettre en lumière ces femmes et ces hommes qui épaulent chaque jour un conjoint, un parent, un enfant touché par un handicap. On les appelle les aidants familiaux. Ils sont 11 millions en France et près de la moitié d'entre eux ignorent d'ailleurs qu'ils le sont. Un investissement usant physiquement et psychologiquement. Les aidants mettent souvent leur propre santé en danger. Alors, pour sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique, des ateliers avec des comédiens étaient organisés à Fougères en Ille-et-Vilaine. Voilà. Nous sommes à la médiathèque de Fougères, un soir en semaine. Tu vas rester là pendant que je vais faire les courses? Pourquoi? On appelle ça du théâtre forum. Sur les planches, des comédiens jouent des scènes de la vie quotidienne. Alors c'est rudimentaire, on n'a pas les moyens de la comédie française. Mais ça raconte les épreuves que traversent des familles quand quelqu'un tombe malade ou bien vieillit et devient dépendant. Dans le public, il y a des professionnels du monde de la santé, de l'accueil des personnes âgées. Il y a surtout des aidants, comme Daniel, qui consacre sa vie à épauler sa femme atteinte d'Alzheimer. Je vis avec une personne qui ne parle plus, qui n'assure aucun geste de sa vie quotidienne. Elle est plus capable de s'habiller, de se toiletter, de manger seule. Donc ça, c'est la partie matérielle. Mais la partie la plus compliquée est la partie affective. Moi, je ne parle pas de ma mère ni de mon père, je parle de mon conjoint, quoi. Ça fait 35 ans qu'on vit ensemble et là, je me retrouve à côté de quelqu'un que je ne connais plus, qui ne me parle plus.
Oh là là, là, je dois y aller tout de suite, Carole. Là, c'est l'histoire d'un fils qui, à force d'aider sa mère, en plus de son travail, ne prend plus le temps de respirer, de discuter avec des amis qu'il croise au supermarché, par exemple. Sa mère est malade, lui est tout proche du burn-out, il ne s'en rend pas compte. Alors du coup, dans la salle, on va cogiter pour rejouer la scène, mais en modifiant les comportements. Les expériences personnelles sont déterminantes. Ça prend une charge mentale monstrueuse, un stress, une angoisse, enfin, ça prend tellement de place qu'effectivement, des fois, on se sacrifie. Le jeune homme ici connaît bien le problème, il s'occupe de son frère, malade. Tout à l'heure, il va monter sur scène, mais avant, il propose son alternative pour le rôle du fils au bout du rouleau. Prendre quelques minutes pour discuter avec la personne, son ancien ami, certes, il arrivera un petit peu en retard, ça peut-être que ça contrariera légèrement sa mère, mais en fait, en faisant un sacrifice plus modéré, en fait, il arrivera avec plus d'énergie, en fait. Et, tu sais, mais On rejoue donc la scène au supermarché d'abord, avec la maman ensuite. La maman, c'est Françoise, elle fait du théâtre amateur depuis une éternité, mais depuis une éternité aussi, elle est aidante. L'évoquer de cette façon-là, c'est une autre façon d'aborder les choses. Et ça vous permet à vous aussi d'évacuer un petit peu? Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est aidant aussi. L'autre jour, il a brûlé un stop. Oh, stop. Et il s'est trompé de direction pour rentrer. Mais pas du tout. Là, c'est le fameux moment où le papy doit arrêter de conduire. Il y aura comme ça d'autres scénettes. La soirée aura aussi permis aux aidants de se forger un réseau et décrocher pourquoi pas des pistes pour soulager leur quotidien. Même si les solutions, on le sait, ne courent pas les rues, elle leur aura surtout permis de souffler et c'est déjà pas mal. On est inquiet. Oui, sachez qu'un site internet a été créé pour répondre aux questions que peuvent se poser les aidants familiaux. Il s'affiche sur l'écran. Si vous vous sentez fatigué, avec moins d'entrain, parfois même déprimé, cela peut venir de votre salon. Enfin, du moins, c'est ce que pensent les adeptes du Feng Shui, une discipline vieille de plusieurs siècles qui vise à optimiser la circulation de l'énergie en aménageant votre intérieur. Notre équipe d'Amiens a rencontré un géobiologiste et, vous allez le voir, il a une multitude d'outils pour traquer les énergies négatives et visiblement, il peut y en avoir dans tous les recoins de sa maison. En flûtiste averti, Benoît Leleu sait que l'harmonie en musique est aussi importante que l'harmonie d'une maison. En achetant la sienne, il ne savait pas qu'il vivrait des heures sombres, un mal-être inexplicable. Il y a 3 ans, il fait appel à un spécialiste du Feng Shui. Il peut enfin respirer. Je me sentais pas bien dans ma maison. J'avais une grosse impression de lourdeur, des angoisses. Et c'est vrai que la maison, quelques jours après, quelques semaines après, elle est devenue beaucoup plus légère, beaucoup plus accueillante. Il y a vraiment un sentiment de sérénité et puis de joie que je pense qu'on avait perdu au fil des années. C'est François Drouvin, spécialiste en Picardie du Feng Shui et de la géobiologie, qui l'a aidé à recomposer l'énergie vitale de son logement. Ce jour-là, il réalise une cartographie énergétique d'une maison qui posait problème à Carole, sa propriétaire. Et quand je me rapproche de ce téléphone, la pollution qu'elle dégage est à peu près sur un rayonnement de 3-4 mètres tout autour. Donc ça peut polluer votre voisin, ça peut vous polluer la chambre qui est au-dessus. Lors de sa visite, il utilise des outils de mesure électromagnétique, mais aussi de drôles d'objets comme cette baguette de sourcier et un pendule. Là, par exemple, je vais chercher pourquoi je me sentais un peu moins bien ici que là-bas. En géobiologie, je recherche les rivières souterraines. Parce qu'une rivière souterraine va faire que la personne qui va s'asseoir là, donc sur la rivière, systématiquement, ça va être quelqu'un qui aura plutôt froid, toujours avoir des frissons, et va se sentir fatigué très vite. Tous ces relevés confirment les soucis de Carole. Elle espère que le Feng Shui va maintenant redonner du bien-être à son domicile. C'est un dernier recours. Après, je vendais ma maison, je partais. Parce qu'elle était vraiment mauvaise, quoi. Et on n'avait plus d'amis, on n'avait plus rien. Je vous dis, c'était devenu un peu l'enfer, quoi. Là seulement, je peux commencer à entrevoir le Feng Shui, c'est-à-dire la circulation des énergies dans ce lieu. Pour améliorer l'énergie du lieu, François lui conseille avec l'aide du plan de bouger les meubles de place, changer les couleurs murales, rajouter des plantes ou mettre des décorations plus stimulantes. Mais comme souvent dans une maison, une pièce ici pose problème. Et rien qu'à la façon dont les gens m'appellent en me disant « j'ai ce souci-là »,
Dans ces lieux, souvent, je pourrais dire où se trouvent les toilettes, si c'est au centre, à l'est, à l'ouest, au sud-est, tellement c'est flagrant sur la difficulté qu'ils vivent au quotidien. Si c'est un problème de couple, toilette au sud-ouest, si c'est un problème d'argent, toilette au sud-est. Et c'est des moments tellement mathématiques que ça ferait sourire. Il va donc installer certains objets censés bloquer les mauvaises ondes provenant de ces pièces énergétiquement polluantes. Mais notre géobiologiste Picard est surtout appelé par les entreprises pour améliorer leurs performances en stimulant les énergies vitales de leurs bureaux. Dans cette grande surface, François a redessiné les salles suivant les principes du Feng Shui. Et la zone de pause là-bas alors? Ah bah, il y a des bons retours? Ah bah oui, tout le monde se sent bien là-bas. Même tout l'encadrement, on y passe. En plus, c'est un moment d'échange. Je trouve qu'il n'y a pas de tension, quoi. Ah, très bien. Ouais. Dans le magasin, pour suivre les principes du Feng Shui, la direction a même déplacé la ligne de caisse de 3 mètres pour éviter des ondes négatives aux caissières. Au niveau de la vitalité, il y a 2 fois plus d'énergie là que là. Et a priori, au niveau des caisses, maintenant ça se passe bien. L'équipe reste bien stable. Et donc pour moi, c'est bingo. Comme pour les maisons, François a truffé le magasin de protection contre les ondes telluriques pour améliorer la circulation des énergies. Des galets bretons sont même cachés dans les rayons. Ici, il y a une pierre. Les pierres vous permettent de faire un maillage, une connexion, une trame d'une pierre à l'autre. Et l'ensemble va créer des zones qui vont être plus agréables que d'autres. Inventé pour les empereurs chinois il y a 4000 ans, le Feng Shui a de beaux jours devant lui. Soigner les gens en soignant nos lieux de vie et de travail reste une philosophie indémodable. L'instant R continue, merci d'être avec nous. Si vous voulez déconnecter de votre quotidien, eh bien j'ai plein d'astuces pour vous. On séjournera par exemple dans des cabanes suspendues ou encore des tonneaux aménagés, bref, toute une série de logements hors du commun. Je vous présenterai également une famille qui a une passion assez hors norme. Le père pratique l'escalade, le fils, la highline. Vous savez, c'est cette discipline qui consiste à marcher en équilibre sur une sangle. Et ensemble, eh bien, ils ont rédigé un guide pour recenser les plus belles voies au-dessus du lac d'Annecy. Auparavant, ce lundi 7 mai, la journée internationale des drones. Alors, ne me demandez pas pourquoi les drones ont leur journée. C'est un marché en pleine croissance. Du petit drone pour les enfants à l'appareil ultra perfectionné utilisé par l'armée, il y en a une multitude. Je vous emmène en Vendée, dans un lieu futuriste où l'on apprend à piloter un drone en utilisant la réalité virtuelle. Piloter un drone avec un gant, c'est le concept innovant développé par Axel Gallian, un jeune start-upper parisien. On s'interface avec n'importe quel drone et on va pouvoir le contrôler directement avec la main, à gauche, à droite, en avant, en arrière, monter, descendre. Et donc ça simplifie beaucoup plus les commandes, c'est très intuitif, les gens apprennent très vite. Aujourd'hui, il collabore avec le Ludilab, un lieu mêlant laboratoire d'idées et jeux. Quand on a appris qu'un centre ouvrait ici au Ludilab, qui était très innovant, qui était là pour développer le produit, on a co-développé en fait le produit, on l'a testé ensemble, on a regardé leurs besoins et c'est là où on est arrivé aujourd'hui à cette version qui leur plaît. Dans cet espace de 4500 m², professionnels et particuliers apprivoisent les nouvelles technologies. Je confirme, c'est pas hyper facile. Et les enfants qui sont là prouvent que c'est beaucoup plus facile pour eux. Là, je suis en mode concentration maximum. Le but étant de les rendre accessibles à tous de façon ludique. L'idée de ce laboratoire, c'est de pouvoir expérimenter des nouvelles technologies, de les tester, à les faire tester à un plus grand nombre, parce que certaines ne sont pas accessibles facilement, notamment la réalité virtuelle pour des questions de budget, parce que c'est quand même des investissements assez lourds. Ici, ça gesticule dans tous les sens. Chacun est pris dans son monde. La réalité virtuelle est présente dans 20 box. On peut y expérimenter toutes les dimensions du jeu. J'ai l'impression d'être dans le jeu, mais pas vraiment, parce qu'en fait, je me sens bouger ma main, mais je la vois pas dans le jeu. Le Ludilab, c'est une salle de jeu, mais c'est aussi un lieu de coworking. Les entrepreneurs profitent des installations pour développer leur création. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un public très varié. Donc, il y a d'autres coworkers, mais il y a aussi accès aux gens qui viennent au Ludilab plutôt pour jouer. Et les applications, si on veut qu'elles fonctionnent, elles doivent être ludiques. Donc, on a vraiment le public idéal pour venir tester et apporter des idées neuves à nos propres idées. Les fondateurs espèrent attirer rapidement une vingtaine de start-up. Un pari osé en plein bocage vendéen. Alors là, ce n'est pas le pari qui est osé, mais la passion qui anime un père et son fils. Tous les deux
aime les sensations fortes. Le père pratique l'escalade, le fils, la highline, perché dans le vide, il marche sur une sangle. Petite pensée à la maman qui ne doit pas toujours être très sereine. Tous les deux ont rédigé un guide qui répertorie les plus belles voies au-dessus du lac d'Annecy. Un travail familial car tout le monde a mis la main à la pâte. Portrait d'une famille pas comme les autres. Dans la famille Ménage, il y a, sur une ligne verticale, Dominique le papa. Et sur une ligne horizontale, Antoine, son fiston funambule. Ensemble, dans un topo guide totalement inédit, père et fils ont rassemblé leurs deux passions, escalade et highline. Ensemble, en famille. Isabelle, ma femme, a fait toute la partie interview, anecdote. Julie, donc ma grande fille, a fait la partie mise en page, toute la partie technique, si je peux dire. Antoine s'est occupé de la highline. Et puis même la petite a participé en grimpant et en posant sur ces quelques photos. À l'heure où les rayons de soleil se font moins brûlants, Dominique, commissaire au compte à Annecy-le-Vieux, adore venir se détendre ici après sa journée de boulot. C'est la dernière longueur d'une voile qui est dans le topo. Une voie sans danger, avec vue imprenable sur le lac, à l'image des 200 grandes voies que le grimpeur a testées et décrites dans son livre. L'originalité de ce topo d'escalade, C'est la course, papa? C'est sa partie consacrée aux meilleurs spots de highline, c'est-à-dire une sangle tendue au-dessus d'un vide, parfois vertigineux. Membre de la petite communauté des meilleurs slackers de France, Antoine a soigneusement sélectionné une douzaine de sites. C'est des lignes qui sont faciles à installer. Donc par exemple celle-là, on n'est pas très haut. Donc c'est pas dur de passer la ligne d'un côté à de l'autre. Le rocher est bon, il n'y a pas de danger. Le soleil commence à rougir à l'horizon. Trop beau, trop cool. Après 2 années de labeur sur ce topo, père et fils ont envie de savourer l'instant. Voilà, je suis bien. Petite sieste. Et le guide s'intitule Escalade autour d'Annecy. Vous pouvez le trouver sur Internet ou dans certaines librairies. Alors, je vous avais promis une série d'astuces pour sortir de son quotidien, de ses habitudes pour un dépaysement total. Je vais donc tenir ma promesse en vous proposant de séjourner dans une maison de hobbit, une cabane perchée ou un appartement flottant. Des logements hors du commun qui plaisent. Les réservations doivent parfois se faire 1 an avant. C'est le cas notamment en Bourgogne. Profiter de la nature, d'un cadre bucolique. C'est souvent ça, le caractère insolite d'un séjour. À Digoin, au sud de la Saône-et-Loire, on trouve des tout cabanés, des anciens bateaux de pêcheurs transformés en bungalows. Ici, les séjours sont de courte durée, seule 1 ou 2 nuitées en moyenne, et les visiteurs sont séduits par le cadre et l'environnement. C'est ce que l'on appelle le slow tourisme, où l'on ne vient pas pour les visites, mais bien pour l'hébergement. On ne serait jamais venu ici s'il n'y avait pas eu ce type d'hébergement, c'est clair. C'est pour garder un souvenir vraiment à jamais, pour nous, pour nos filles. Je pense que quand on parlera d'ici, elles s'en souviendront encore dans plusieurs années, quoi. À Lugny, en plein cœur du Mâconnais, même constat. Ici, le Clos du Grand Bois a fait le pari de l'insolite il y a 6 ans, avec ses œnotonneaux. Des petits hébergements pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Les vacanciers viennent ici pour visiter un domaine viticole, des caves aux cuves, en passant par les pressoirs. Mais cela devient presque anecdotique face à une nuit hors du commun. Voilà, donc ça vous convient? Très bien. À partir de maintenant, c'est votre tonneau. Venir dans un tonneau, ça plaît beaucoup, c'est un hébergement très familial en plus, hein, donc souvent des parents, des enfants qui sont assez excités à l'idée de dormir pas comme on dort chez soi. Mais on est vraiment dans l'imaginaire du vin. La vache, emblème du Charolais brionnais. À Diverty Park, l'animal est devenu un hébergement, synonyme d'innovation et de camping alternatif. Ah, bonjour. Bonjour. Un petit déjeuner. Ah, merci. Bon appétit. Merci beaucoup.
C'est dépaysant, on n'a pas l'impression d'être dans un lieu normal, c'est beaucoup plus agréable qu'un bête hôtel classique. Cette vache écologe est unique en France. C'est Flavien qui en est à l'initiative pour compléter l'univers insolite qu'il a créé dans son parc. Roulotte, chambre avec vue sur les étoiles ou nuit suspendue dans une goutte d'eau. Ici, l'expérience insolite ne se vit pas qu'une seule fois. Les clients reviennent. Pourquoi l'insolite? Tout simplement pour avoir peut-être un argument supplémentaire pour justifier un déplacement jusqu'à chez nous. On est au milieu de la campagne, en Saône-et-Loire, et peut-être un petit peu loin des grands axes. Donc l'idée c'est de justifier un déplacement jusqu'à chez nous avec plein d'activités qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. La Bourgogne, terre de tourisme itinérant, se dote ainsi d'un nouveau visage. Mais en réalité, les offres sont encore faibles par rapport à l'hôtellerie classique. Elles ne représentent que 5% des hébergements répertoriés. Si la niche de l'insolite fonctionne, pas de secret, c'est uniquement grâce à Internet. C'est peut-être la place qu'on donne à l'insolite qui l'a fait émerger de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre monde de consommation et d'exposition médiatique sur le net, on a accès au Taj Mahal. Avant, il fallait y aller pour le voir. Donc le niveau d'exigence des clients dans ce qui dépayse est monté. Des cabanes, il en existe d'autres en Côte d'Or, mais bien plus basses, sur pilotis. À Frénois, le domaine Pont Roche et Spa propose 2 hébergements insolites, où le client recherche avant tout le confort pour se sentir privilégié, loin du tourisme de masse, et cela attire un nouveau public. Vous voulez pas une location normale, comme il en existe plein. Nous, donc, on vient de la région parisienne et c'est vraiment ce qu'on recherche. Le calme, un petit nid douillet, c'est féerique, quoi. Je pense que c'est toujours les mêmes mots qui reviennent systématiquement. Le calme, la nature, la verdure, voilà. Si la localité a tant d'importance, c'est parce que l'insolite coûte cher. Il faut compter en moyenne 50 à 60 € de plus qu'une nuit classique à l'hôtel. Un petit luxe, presque une folie. Mais pour cet été, chaque hébergement affiche complet. Au domaine de la Pierre Ronde, les réservations se font même un an à l'avance. Immersion dans une maison de hobbits, semi-enterrée, et qui rappelle dans les moindres détails la saga du Seigneur des Anneaux. Ça n'existe pas dans la réalité, une maison de hobbits, donc c'est marrant d'être face à ça. Et voilà, après sinon tout est petit comme moi, donc c'est génial. Là c'était vraiment entrer dans une petite bulle et dans un petit... Ouais, comme entrer dans un bouquin. Alors que de base, moi je suis pas une grande fan de Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment plaisant et du coup voilà, je suis grave contente. Au final c'est encore mieux que ce que je pensais, donc c'est chouette. L'insolite, accélérateur de tourisme depuis une dizaine d'années. Il déclenche des vocations dans l'hôtellerie, réveille les sens des visiteurs et apporte un charme supplémentaire à la région. L'insolite est inclassable, inqualifiable, mais à la fin, la magie opère. Oui, avouez que le dépaysement est total. Allez, on revient avec des maisons plus classiques mais ô combien charmantes. Elles datent du 19e siècle et elles sont situées près des plages à Saint-Père-sur-Mer, c'est dans la Manche. Des demeures majestueuses qui ont toute une histoire parfois surprenante. Des visites guidées sont organisées pour les vacanciers, mais pas seulement, non, aussi pour des familles et des particuliers qui veulent en savoir plus sur les habitudes de l'époque. Allez, on suit le guide. L'architecture du balnéaire, c'est souvent des petites choses assez fragiles. Ça tient à des petits riens qui visuellement comptent beaucoup. Un portail ajouré blanc, du lambrequin, des volets taillés en ovale. Ce sont ces petits détails qui font la villa typique de Saint-Père-sur-Mer. Elle est à la fois massive et élancée, sa toiture est découpée. Ce groupe de visiteurs découvre ces belles demeures datant du milieu du 19e siècle. À l'époque, il faut voir et se faire voir, avec beaucoup de style. Ça me fait rêver, j'imagine la vie de ces gens. Voilà. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a toujours derrière les portes. Maintenant, quand je vais me promener, je regarderai tous les détails. Je saurai que voilà, ça vient du 1800, ça vient des années 1900. C'est très intéressant. Certaines maisons... La guide du jour, c'est Laurence Varin. Elle recense ses villas de caractère depuis 1 an.
Pour connaître l'histoire de ces demeures, elle rencontre régulièrement les propriétaires. Et parfois, leurs réponses sont un peu surprenantes. C'est tout à fait par hasard que j'ai acheté ça. Personne n'en voulait de la maison. Pourquoi personne n'en voulait? Dans l'état où elle était, personne n'en voulait. Elle était abandonnée pratiquement. Donc dans la maison, tout était à refaire. Un parcours touristique de la ville va bientôt être mis en place. Des panneaux explicatifs raconteront aux passants les secrets de l'architecture balnéaire. Plus on est de gens à apprécier ce patrimoine et plus on valorise les propriétaires, plus ils ont envie de restaurer et prennent conscience aussi du trésor que nous avons sous nos yeux. Pour l'instant, seulement une petite quinzaine de villas ont été répertoriées par l'Office culturel de la ville. C'est un travail de longue haleine. Il en reste encore une 60aine à découvrir. Et pour découvrir d'autres histoires, pour parler de sujets pratiques, bien-être et vivre ensemble, je vous attends demain à 10h50 sur France 3. On s'intéressera notamment aux allergies au pollen. C'est d'actualité. Comment vivre avec, mais le mieux possible. On en parle demain. Très belle journée à vous.